Venons-en à notre thème du jour, la manière de se vêtir, de se coiffer, notre âge, notre poids. Et si tout cela conditionnait finalement notre trajectoire professionnelle? C'est la question que l'on se pose ce matin. Et pour nous répondre, nos invités, Claire Mbimi, chargée de déploiement des prestations à Pôle emploi Bretagne, Jean-François Marmion, qui est avec nous à distance, auteur de Psychologie des beaux et des moches, Laurent Leroux, vice-président de l'association à compétences égales, et Pascal Sacleux, vous êtes photographe. Avant de vous entendre, état des lieux en France du poids de l'apparence physique dans le milieu professionnel. Regardez. Belle comme t'es, tu vas faire une belle carrière. Ouais, je préférerais être appréciée pour mes compétences. L'apparence physique est le deuxième critère de discrimination cité par les demandeurs d'emploi. Pour 6 recruteurs sur 10, la beauté est considérée comme essentielle lorsqu'il s'agit d'un poste en relation avec la clientèle. Mais même lorsqu'il s'agit de postes sans contact direct avec les clients, 40% des recruteurs jugent décisive la beauté des candidats dans leur entreprise. La grossophobie fait des ravages. Une femme obèse a 8 fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme qui ne l'est pas. 3 fois moins pour un homme en surpoids. Dans l'entreprise, les salariés perçus comme beaux perçoivent des salaires en moyenne 12% plus élevés. Là encore, les femmes subissent davantage cette discrimination. Pourtant, qu'il s'agisse de la taille, du poids, de la couleur de peau, des vêtements ou encore de l'âge, en France, toute discrimination liée à l'apparence physique est condamnée par le Code du travail. Qu'on se le dise. On vient de le voir, l'apparence physique est l'un des premiers motifs dont sont victimes les demandeurs d'emploi. Claire Mbimi, c'est un sujet récurrent qui revient dans les rendez-vous de suivi avec les chômeurs. Tout à fait, parce que même si on lutte depuis longtemps contre toute forme de discrimination, on a encore beaucoup de difficultés à faire bouger les mentalités des recruteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les chômeurs, concrètement? On m'a trouvé moche, c'est pour ça que j'ai pas eu le travail? Tout type de témoignages. On m'a trouvé moche, on m'a trouvé gros, ou je suis trop petit, trop grand, j'habite à la mauvaise adresse. Tout type de discrimination sont ressenties, et elles sont légitimement ressenties souvent par les personnes. Après, il faut les accompagner pour justement arriver à ce qu'ils puissent avoir des contacts avec les recruteurs et faire oublier ce qu'ils pensent être la cause de leur non-emploi. Vous allez nous donner tout à l'heure quelques astuces. Jean-François Marion, vous avez beaucoup travaillé sur la question. Il en a même sorti un livre, Psychologie des beaux et des moches, la tyrannie du paraître. Se fait aussi ressentir dès le recrutement. À quel niveau cela influe-t-il sur une candidature ? Alors, ça ne conditionne pas une trajectoire professionnelle, mais ça a quand même un impact. En fait, une rencontre dans un entretien d'embauche, c'est une situation d'incertitude. Et en cas d'incertitude, notre cerveau, il va au plus simple. Donc, il juge les gens d'après ce qui saute aux yeux, c'est-à-dire l'apparence physique. Et il se dit ce qui est beau, c'est forcément bon, c'est forcément bien. Donc, quelqu'un de beau, il doit être compétent, il doit être aimable, il doit avoir toutes les qualités, il doit être honnête. Quelqu'un qu'on ne trouve pas très beau, il faut s'en méfier. Et donc c'est complètement stupide, évidemment. Il y a même des enquêtes qui montrent que quelqu'un qui a les dents bien blanches paraît plus intelligent spontanément à un recruteur. C'est aberrant. Donc, c'est des automatismes, c'est des choses inconscientes, mais ça a un impact lors de la première rencontre. Ça détermine si on a envie d'aller plus loin ou pas avec la personne. Mais évidemment, ça ne joue pas au long cours, parce qu'au long cours, on peut rectifier l'appréciation qu'on a de quelqu'un. Mais là, c'est une situation de jugement dans l'incertitude, et donc on est impitoyable. Laurent Leroux, si on devait faire un classement des discriminations physiques qui pèsent le plus sur une candidature, quel serait votre classement? La première, déjà, oui, elles existent. Faut pas se leurrer, il y en a. La première, c'est l'âge. L'apparence physique arrive rapidement. La couleur de peau est également importante quand on va la retrouver. On va avoir également l'origine. Autre élément, c'est la maîtrise du français. Autre élément que l'on va avoir également, d'un point de vue également religion, on pourra l'avoir également d'un point de vue sentiment au niveau pratique sexuelle, ensuite il y a un sentiment, perception. On pourra également l'avoir au niveau des mœurs. Les mœurs, si la personne se rend compte que la personne, par exemple, elle pratique tel sport ou tel sport, inconsciemment peut se dire moi j'aime pas ce sport, donc je ne recrute pas cette personne. Donc il y en a au total, il y en a 24 critères qui existent. Et ce qui va être extrêmement important pour les recruteurs, c'est d'être conscients qu'ils peuvent être discriminants. À partir du moment où ils sont conscients qu'ils peuvent être inconsciemment discriminants, nécessairement ils le sont beaucoup moins, mais pour ça, il faut être formé. Pourtant, il existe une loi contre la discrimination. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas à
endiguer ces préjugés et clichés, en fait? Alors, il y a cette loi. À côté de ça, il y a tout aussi en termes de pratique et d'expérience professionnelle derrière ça. Et c'est la responsabilité de tout patron d'un service de recrutement, que ce soit en interne, ou dans un cabinet de recrutement. Eux se doivent de veiller à ce que l'ensemble de leurs collaborateurs respectent véritablement les process de recrutement et se limitent à des questions liées à la compétence, liées à la maîtrise technique, liées aux motivations, mais en aucun cas n'ont pas à se laisser influencer par d'autres éléments externes. On va y revenir tout à l'heure. Pascal Sacleux, vous êtes photographe, vous êtes roux aussi et vous le portiez fièrement. C'est une spécificité physique qui a pesé sur votre parcours? Absolument pas. Pas du tout? Non, pas du tout. À aucun moment? J'ai grandi en région parisienne, où les multiples facettes de l'espèce humaine sont représentées. Donc non, moi, j'en ai pas du tout souffert. Mais malgré tout, j'ai toujours été attiré, moi, dans mon travail, par les personnes qui avaient l'air différents. Et vous avez même lancé d'ailleurs un festival. J'ai lancé ce festival de Et pourquoi avoir fait ce choix-là? C'était important? Lorsque je suis arrivé en Bretagne il y a 10 ans, il y avait peu de minorités visibles à photographier comme ce que je faisais à Paris. Et puis, des circonstances ont fait que j'ai rencontré mes semblables. Et je me suis aperçu que c'est des gens qui traversaient des moments très difficiles dans leur vie. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, quand ça se passait plutôt mal à l'adolescence. Et j'ai décidé de décliner ça en images et puis surtout de leur montrer qu'elles pouvaient être considérées autrement et regardées autrement. Alors on va écouter maintenant le témoignage de Marie. La grossophobie, en fait, c'est la discrimination que les personnes grosses ont vit au quotidien. Et on vit ça partout, tout le temps, et notamment sur le marché du travail. Il faut savoir que en France, quand on est obèse, on a 7 à 8 fois moins de chances d'être appelé pour un entretien d'embauche si sur notre CV, sur la photo, on voit qu'on est gros. Et le problème de la discrimination physique, c'est que c'est très très difficile à prouver. Et aujourd'hui, il y a plein de petites solutions possibles, comme par exemple ne pas avoir de photos sur le CV. Et pour arrêter en fait cette discrimination à l'emploi et du coup la précarisation des personnes obèses. Le CV anonyme est-il la solution, Laurent Leroux? Non. Mais c'est une question importante, et en même temps, en réagissant à la remarque de cette dame, je partage complètement son point de vue, et un point qui est extrêmement important déjà, il n'y a aucune obligation de mettre une photo sur un CV. Il n'y a strictement aucune obligation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on parle de CV anonyme, c'est de se dire à quel moment on rentre le CV anonyme dans le processus de recrutement ou pas. Dans tous les cas, pour moi, de mon côté, je trouve qu'il est beaucoup plus important, déterminant et essentiel de former toutes les personnes qui sont en processus de recrutement, tous les recruteurs, de les former à recruter de manière juste. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, de les former derrière là-dessus. Et je trouve que recruter avec des CV anonymes, je trouve que c'est complètement infantiliser les gens. Est-ce que, Jean-François Marion, est-ce que c'est un phénomène très français, le CV, la photo sur le CV, par rapport à nos voisins européens? Alors, je crois savoir qu'en France, on est particulièrement fort pour résister au CV anonyme. C'est bien ancré dans le fait de juger les gens sur le physique est bien ancré quand même dans notre culture. Et par rapport au témoignage de votre téléspectatrice, là, c'est vrai que la grossophobie n'est pas un mythe. C'est-à-dire que lorsqu'on a quelqu'un qu'on trouve un peu moche en face de soi, on est gêné par son apparence, souvent on considère quand même que c'est pas de sa faute. S'il est petit, je sais pas, s'il a la tête de travers, n'importe quoi, c'est pas de sa faute. Quelqu'un qui est gros, on va dire, attention, c'est de ta faute. Tu ne veux pas faire d'efforts. Je ne vois pas pourquoi tu ferais des efforts au travail si tu ne fais pas chez toi pour maigrir. Et c'est un préjugé tellement partagé que même les médecins, même les psychologues le partagent. Ils ont l'impression que s'ils s'occupent de quelqu'un de trop gros, ils vont perdre leur temps parce que l'autre ne va pas les écouter. Pourquoi la beauté est-elle autant synonyme de réussite au travail, Claire Bimy? Je pense que ça illustre en fait la simplification qu'on a abordée sur les critères de recrutement, les associations, les préjugés de certaines personnes. Pour autant, on ne peut pas le dire que ce soit un critère de réussite, justement. Il faut qu'on continue les sensibilisations et les formations pour aller à l'encontre de ça. Et puis, sur quels critères on la définit, cette beauté, en plus.
Je pense qu'on a beaucoup de choses à voir. Les critères les plus importants sont justement les critères qu'on a un petit peu abordés. Hein. C'est quelles compétences je vais mettre en avant, comment je vais savoir transférer certaines compétences d'un poste vers un autre, valoriser un diplôme, valoriser une expérience. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se focalise tous. Ouais. Et les plaintes et les actions en justice quand même restent rares, il faut le dire, dans tout ce qu'on vient de dire sur les discriminations. Comment ça se fait ? C'est difficile de faire valoir en justice qu'on a été attaqué. Alors, il y a pour ça une structure, c'est qui s'appelle le défenseur des droits, qu'on invite. Et moi, j'invite toutes les personnes qui se sentent victimes véritablement à avoir cette démarche. Mais je ne peux que les inviter aussi, et notamment s'ils ont été en contact avec des cabinets de recrutement, à se rapprocher de l'association à compétences égales, qui véritablement est une structure qui réunit plus de 100 cabinets aujourd'hui en France et qui travaillent vraiment sur les pratiques du recrutement et la professionnalisation en ce sens. Et au contraire, on est favorable à ce qu'ils se rapprochent de nous pour améliorer les choses en France. À ce propos, il y a une question de Virginia, on l'écoute. Vous savez comment ça y répond. J'entends beaucoup parler de discrimination au physique. Si on pense en être victime au travail, quel type d'organisme existe pour pouvoir agir ? Donc vous le disiez, à compétences égales, mais qu'est-ce qu'on peut amener comme preuve, ou en tout cas, comment vous approchez ? Tout à fait. Alors, déjà, il y a le site Internet qui est dédié à ce site avec des rubriques dédiées aux recruteurs, des rubriques dédiées aux journalistes et des rubriques dédiées à l'ensemble du grand public. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations que l'on peut prendre. À ce titre, il y a des guides qui ont été développés, des guides concernant, par exemple, le recrutement des seniors, le recrutement des juniors, le recrutement des personnes en situation de handicap. Et donc, derrière ça, il y a un certain nombre de clés et d'éléments qui leur sont donnés pour, à un moment donné, arriver à positiver les choses. C'est-à-dire que, systématiquement, dans tout process de recrutement, personne n'étant égal, à un moment donné, c'est faire en sorte de tourner ses avantages, mettre en avant ses avantages. Jean-François Marmion, il faut positiver, c'est ça qui va faire changer les mentalités, selon vous ? Alors, le problème, c'est que c'est pas une configuration propre au travail, c'est dans toute la société que les gens au physique le plus avantageux sont plutôt, ont une plus belle trajectoire. Dès l'école, les enfants qui sont un peu plus beaux que les autres sont un petit peu mieux notés. Même au tribunal, les gens qui ont une bonne tête bénéficient plus facilement du bénéfice du doute. Et dans tout ça, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fait que c'est surtout les femmes qui sont victimes de discrimination au physique, que ce soit au travail ou ailleurs. Les femmes se plaignent 2 fois plus de discrimination physique au travail que les hommes. Et il y a des enquêtes qui montrent que, comme par hasard, c'est les hommes qui s'en accommodent le mieux. Pas très étonnant. Pas très étonnant. Klein Bimi, vous, à Pôle emploi, vous avez lancé un service valoriser son image professionnelle. Quel est le concept ? Face à justement tous ces constats que malheureusement on pose et on a des difficultés à faire évoluer, depuis 2018, il y a des nouvelles prestations en fait à destination des demandeurs d'emploi. Donc une prestation qui s'appelle Valoriser son image, qui permet justement à chacun de prendre conscience des attendus des recruteurs, prendre conscience de certains préjugés qu'ils peuvent avoir, soit eux sur eux-mêmes, soit les recruteurs sur certaines situations. Et on va les accompagner sur 2 semaines, parfois ça peut durer même 3 semaines, sur comment justement valoriser ses savoir-faire, ses savoir-être et gagner en confiance, notamment quand ils sont en situation de recrutement. Comme on l'a dit, là on parle juste du premier contact du recrutement, là où les préjugés sont souvent les plus lapidaires, puisqu'en quelques secondes, le recruteur peut avoir un jugement sur une personne, sur des choses qu'on a un petit peu abordées, vraiment étonnantes parfois quand on y repense après coup. Et donc on essaye, à défaut de pouvoir agir sur le physique des personnes, au moins les aider dans le langage et dans la présentation et dans le contact, d'avoir suffisamment confiance en eux pour aller dans ces situations-là. Justement, sur la question de la confiance en soi, parce que depuis plusieurs années, vous photographiez les minorités visibles. Comment la photo agit un peu comme une thérapie
pour ces gens que vous photographiez? Mais en fait, le milieu du travail, le milieu de l'embauche, ça n'est pas juste un univers à part, il fait partie du monde. Et dans le monde de tous les jours, il y a ce que le système nous renvoie comme image et comme idée de la perfection, avec des standards bien étranges, tellement étranges que beaucoup de gens ont du mal à se passer des filtres, par exemple, que font les téléphones pour lisser la peau, agrandir les yeux, rétrécir le nez, etc. Et en fait, moi j'aime l'idée que les gens vont se réconcilier avec eux-mêmes, et j'aime l'idée de leur montrer à quel point ils peuvent être beaux, et surtout beaux à leurs yeux. Les standards, on s'en fiche un petit peu dans ce cas-là, et je vais bien t'éclairer, je vais bien te cadrer, et je vais te montrer que tu peux être belle ou que tu peux être beau, et te redonner un petit peu plus de confiance. Et dans ce cas-là, à l'entretien, on est un petit peu plus regonflé, et on se dit, bon, ben oui, je suis comme ça, mais et puis quoi. Et je pense que ça peut être un petit pouce comme ça, un petit push derrière pour dire, ben oui. Qui redonne confiance en soi. J'ai un CV comme tout le monde, j'ai un physique, ben moi aussi j'ai un physique, et puis quoi, et puis je suis à l'aise avec. Et c'est cette question d'assumer aussi, finalement. Exactement. Et c'est s'accepter avant tout. Moi, c'est mon petit, humblement, c'est mon petit... Laurent Leroux, vous me disiez en préparant cette émission, finalement, tout le monde a du charme. Tout l'enjeu réside dans une forme d'intelligence collective. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vouliez dire pour nos téléspectateurs? Oui, déjà, dans un entretien de recrutement, il y a aussi une phase de préparation de cet entretien. Il y a une préparation par rapport aux questions, par rapport à se projeter dans l'entreprise. Mais aussi, il y a quand même des clés à avoir d'un point de vue tenue. Déjà, on y va avec la tenue avec laquelle on est à l'aise. On a aussi des couleurs qui nous vont mieux. Il y a aussi des notions de coordonnées là-dessus. Et donc voilà, ça, c'est des aspects qui, moi, me paraissent importants. Quelqu'un qui est à l'aise en termes de tenue, qui est content, qui est fier de l'ensemble que ça représente, aura nécessairement une meilleure estime de soi lors des entretiens là-dessus. Ensuite, sur la partie vie dans l'entreprise, oui, là, nécessairement, ça va aussi jouer. Dans l'entreprise, on va nécessairement plus facilement vers les personnes qui sont plus joviales, qui ont plus facilement le sourire. Et là, indéniablement, c'est en aucun cas lié au physique des gens. Vous avez des gens avec lesquels vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, et vous en avez certains qui, à un moment donné, qui ont peu d'intérêt pour les autres, qui ne font pas attention aux autres, et à un moment donné, ces gens-là, c'est peut-être pas eux avec qui il faut se focaliser en termes d'un point de vue relation, mais plutôt vraiment avec les autres. Jean-François Marion, sur la question du charisme qu'évoque Laurent Leroux, c'est quoi votre position là-dessus? Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que vous avez parlé de la notion de charme. Le charme, c'est plaire quand on n'est pas beau. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors, j'ai une question, je vous arrête. Qu'est-ce que c'est que d'être beau? Parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des critères universels? Ça, c'est la question, en fait. Alors, évidemment, il y a des critères qui varient selon les cultures. Par exemple, je crois que c'est chez les Mayas que les parents aimaient bien les enfants qui louchaient. Alors ça, c'est purement culturel, évidemment. Ouais. Il y a que chez eux qu'on trouvait ça, donc on faisait pendre des petits objets devant les yeux des bébés pour les faire loucher. Ça, évidemment, c'est culturel. Les critères de poids, c'est cyclique. Il y a des siècles où c'était pas grave d'être gros, au contraire. Mais il y a aussi des choses universelles, par exemple le visage. Les visages féminins qu'on trouve beaux dans à peu près toutes les cultures, c'est les visages expressifs émotionnellement, c'est les grands yeux, c'est les lèvres bien visibles, les pommettes, tout ça. Ça, on retrouve ça un peu partout, sur tous les continents, à toutes les époques. Et pour en revenir au charisme, c'est ça qui fait toute la différence? C'est là où on peut chacun poser une pierre pour pouvoir avancer? Oui, parce qu'on peut plaire, même si on n'est pas beau, on peut plaire parce qu'on est drôle, on peut plaire parce qu'on est cultivé, parce qu'on est imprévisible, parce qu'on est prévenant, on s'intéresse vraiment aux autres. C'est un truc qui n'est pas si fréquent dans la société, après tout. Et ça fait partie du charme. Et puis, à partir du moment après où on est aimé, on vous trouve beau. Ça, c'est miraculeux. Et à l'inverse... il y a au moins une personne qui vous trouve beau, voilà. Tant mieux pour vous. À l'inverse, quelle est votre position sur la discrimination positive? Attention au travers du faire-valoir, ou c'est une nécessité politique pour lutter notamment contre les discriminations dont on parle depuis le début de l'émission, Pascal Sacleux? Pour moi, c'est le constat de la tristesse de notre société. Si on est obligé de faire de la discrimination positive, c'est qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas au niveau de l'ouverture d'esprit, de la tolérance, etc. Alors à ce moment-là, c'est la loi qui s'en mêle et on est obligé d'imposer. Donc s'il faut le faire, il faudra le faire, mais c'est vraiment triste. Claire Bimy, quelle est votre position? Moi, je suis encore plus sévère, puisque... Je vous en prie, vous avez le droit. Discrimination positive,
Si on prend l'exemple de la couleur, à quel moment, à quel niveau du métissage on va continuer à discriminer? Combien de générations en arrière on va devoir justifier pour être éligible à tel ou tel quota? Et si jamais on fait partie de plusieurs minorités discriminées, eh ben, on fait valoir laquelle? Donc, discrimination positive dans à l'heure de la mondialisation et du métissage et de l'interculturalité, me semble encore moins possible à mettre réellement en œuvre. Pour ou contre la discrimination positive, Laurent Leroux? Je crois que vous n'êtes pas d'accord, vous non plus. Alors, deux aspects. Je vais prendre le cas, par exemple, et la démarche, on trouve extrêmement intéressante quand on permet à un éventail plus conséquent de jeunes d'intégrer Sciences Po, par exemple. Voilà, je trouve ça une démarche bien et intéressante d'un point de vue accompagnement au niveau des études. Mais ensuite, ce qui est très important, c'est que derrière, en termes de niveau d'exigence, c'est de faire en sorte que ça ne leur colle pas à la peau tout le temps. Pour que derrière, à un moment donné, ils sont là parce qu'à un moment donné, ils ont toutes les qualités pour réussir et la motivation pour. Premier point. Et je vais prendre un autre exemple, les conseils d'administration des entreprises, où d'un côté, il y a une volonté aujourd'hui d'aller de plus en plus vers de parité, mais on sait que le nombre de femmes qui ont envie d'assumer ce type de poste sont peu nombreuses. Donc, à un moment donné, la perception qu'en ont les hommes derrière, c'est compliqué, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus pour leurs compétences et pas pour leur sexe. Merci beaucoup. On va remercier Jean-François Marmion. Merci d'avoir été avec nous depuis le sud de l'Auxerre, et puis à bientôt. On continue à parler emploi. Chaque jour, on vous donne des conseils pour mieux appréhender l'univers professionnel. Comment valoriser son expérience? Arthur Pertigos vous donne les clés. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, des conseils de chef d'entreprise. Comment valoriser l'expérience acquise dans ma vie professionnelle? La VAE, ou validation des acquis de l'expérience, permet de valoriser sous la forme d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification des compétences acquises tout au long de votre carrière, y compris bénévole. Cette VAE est utile pour accéder à des postes qui exigent un diplôme pour obtenir une augmentation ou une promotion. Mais ce n'est pas si simple. Et vous pouvez vous faire aider pour préparer votre dossier, votre passage devant un jury compétent et même pour financer votre VAE. Dans chaque région, les PIC, Point Information Conseil, vous accompagnent gratuitement. Ça vaut le coup de se renseigner. Et n'oubliez pas, faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Au-delà de la VAE, comme expliqué à l'instant, Laurent Leroux, un autre conseil à donner à nos téléspectateurs pour... Je crois que la VAE va permettre d'abord d'officialiser un niveau atteint. C'est souvent des cadres qui, par exemple, ont par exemple quelqu'un qui a un bac ou un bac plus 2, et à un moment donné, on lui reproche pour rejoindre des comités de direction de certaines structures, mais attention, vous êtes face à des candidats qui, eux, sont bac plus 5. À ce titre, la VAE peut être intéressante pour venir officialiser un niveau. Ça peut être aussi un moyen intéressant pour retrouver la confiance en soi. À un moment donné où on a où on a été bousculé dans son parcours professionnel. Je trouve qu'en termes de retrouver la confiance en soi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Ça, voilà. À côté de ça, moi, à qui je fais d'abord confiance, c'est au manager d'une entreprise. Nous, aujourd'hui, dans notre cabinet, on s'en fout. Si vous voulez, vraiment, les diplômes ne comptent pas. On aimerait tous avoir des recruteurs comme vous en face de nous. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce qui est important, c'est surtout de voir comment les gens ont grandi professionnellement. C'est ça qui est intéressant. Moi, aujourd'hui, à l'inverse, quelqu'un qui a besoin, à plus de 55 ans, de dire encore qu'il a fait telle grande école ou qu'il a fait Polytechnique, on se demande, j'ai un doute. On veut tous des Laurent Leroux dans toutes les entreprises françaises.